Ces dispositifs entretiennent quelque chose qu'on est censé soigner. Les études, quand elles sont influencées idéologiquement, elles ne sont pas neutres. La réalité des toxicomanes est effroyable en fait. On les enferme dans un dispositif sans issue alors qu'on devrait les aider à sortir de la consommation. Il y a un problème de sécurité publique qui est nié au plus haut niveau de l'État. Les députés ont voté le maintien des salles de shoot en France dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. François Dillot est thérapeute et spécialiste des conduites addictives. Il a notamment dirigé un centre d'aide pour les toxicomanes et a été membre d'une commission sur la réduction des risques avec la Fédération française d'addictologie. Il revient avec nous sur ce maintien qui, encore aujourd'hui, est présenté comme une expérimentation. Alors j'ai envie de sourire en fait déjà sur l'aspect expérimentation. Ces salles de consommation existent depuis 2016 et on prolonge une expérimentation au bout de 10 ans. Moi je pose une question très simple, si ce dispositif était efficace, viable, il aurait été déployé au niveau national et il ne serait plus en phase d'expérimentation au bout de 10 ans. Donc déjà il y a une question centrale, pourquoi ce dispositif est à nouveau pour 2 ans encore prolongé. Première chose. Deuxième chose, dans sa constitution, ce dispositif porte en lui en fait un vrai problème à différents niveaux. Un problème de sécurité publique. Pour que les consommateurs puissent consommer dans un espace supervisé, sans prendre de risques, il faut qu'ils aient sur eux de la drogue et le législateur, plus exactement le ministère de la Santé de l'époque, a mis en place une circulaire d'immunité pénale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autour de la salle, un consommateur de drogue peut aller à la salle en ayant sur lui ce qu'il va consommer. Vous pensez bien que les dealers ont très bien compris la logique derrière cela, et les dealers sont présents à proximité de la salle. S'il y a du deal autour d'une salle de consommation à moindre risque, évidemment, en termes de sécurité publique, ça pose des questions. Donc dès le départ, si vous voulez, dans sa conception, avec cette zone d'immunité pénale, la salle a un impact sur l'endroit où elle va se déployer. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ce qui devait sécuriser une consommation dans un espace public et le faire passer dans un espace supervisé, est un leurre thérapeutique. Parce qu'aucune personne qui consomme de la drogue de façon régulière peut arrêter de consommer. Tant qu'on stimule les circuits de récompense, que le cortex préfrontal, c'est de la neuroscience, ne fait pas son travail de régulation, on ne peut pas aider quelqu'un à arrêter. Pour aider quelqu'un à arrêter et à se soigner, il faut arrêter la consommation. Ces dispositifs entretiennent quelque chose qu'on est censé soigner. C'est le deuxième paradoxe. Le troisième paradoxe, si vous voulez, c'est qu'en fait, il y a un effet pot de miel. Autour de cette salle de consommation, il y a des dealers. Cette salle de consommation attire des consommateurs qui créent des nuisances. Vous imaginez les riverains qui vivent un enfer? Alors ça, c'est complètement nié par toutes les études qui ont été faites. Et d'ailleurs, on a empilé les rapports d'études autour de cette salle. Si on avait démontré par A plus B son efficacité, moi je vais vous dire sincèrement, si c'était un premier espace pour un parcours de soins, je serais tout à fait favorable. Les faits, depuis 10 ans, démontrent exactement l'inverse. Moi, j'étais favorable à l'origine à cette salle. Je travaillais dans ce quartier et je pensais sincèrement que ça allait aider des personnes qui consommaient dans la rue. Force est de constater que la consommation a explosé dans la rue, qu'elle ne permet pas, cette salle, de réguler cette consommation. Il y a une Sanisette qui est une salle de shoot bis, il y a un parking, et Vinci juste à proximité de la salle avec une descente dans laquelle on trouve des centaines de seringues usagées. On distribue des milliers de seringues aux personnes qui fréquentent cette salle. Et ces seringues, évidemment, elles ne sont pas récupérées dans des récupérateurs de seringues. Donc, si vous voulez, ce qui devait être une première étape vers un dispositif de soins est en fait un cul-de-sac, une impasse pour les personnes qui la fréquentent.
Lors des débats au Sénat sur la prolongation des salles de shoot, le sénateur Rémi Féraud a déclaré « Tous les rapports d'évaluation de ces centres sont positifs, non seulement en matière de santé, mais également pour ce qui est de la tranquillité publique. Tout le monde le sait, fermer ces salles serait un véritable recul pour la santé publique et une catastrophe pour la tranquillité publique. » Fin de citation. François Dillot réagit à ces propos. Rémi Féraud, en fait, est le maire du 10e à l'époque qui a mis en place ce dispositif. Ensuite, il est devenu sénateur. Il ne peut pas remettre en question un dispositif vis-à-vis duquel il a été très favorable. Vous savez, c'est comme tout ce secteur de la dictologie qui présente ce dispositif comme une première étape dans un parcours de soins. Le parcours de soins est très mal construit dès le départ et on sait que ce dispositif de réduction des risques et de consommation supervisée ne permet pas l'accès ensuite à l'hôpital ou à d'autres centres de soins spécialisés. Les gens qui consomment s'enferment dans leur consommation. C'est tout le paradoxe en fait. Plus on travaille au plus près de la consommation, plus on enferme le toxicomane dans son rôle de consommateur. Les études qui ont été faites, il y a eu plusieurs études, il y en a eu 4. La première a été écrite par une sociologue de l'INSERM, dont le doctorat de sociologie était sur la réduction des risques. Donc, si vous voulez, moi je questionne dès le départ la neutralité de la personne à qui on confie cette étude. On peut très bien confier cette étude à un sociologue qui n'est pas spécialisé en la matière. Au moins, on sait très bien qu'il y aura une forme de neutralité. Il y a plein de biais méthodologiques quand on lit l'étude de l'INSERM. Ce sont des biais de confirmation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La file active a été perdue, la moitié de la file active a été perdue. L'évaluation sur le nombre de seringues dans la rue, on dit une centaine à peine trouvées, a été faite à la va-vite avec un smartphone et quelques photos. Quotidiennement, les riverains de cette salle trouvent des seringues usagées partout dans l'espace public. On a remis en place une autre étude après, puis une autre, puis une autre. En fait, on empile les études à chaque fois que des riverains contestent la viabilité du phénomène, interrogent le dispositif de soins tel qu'il est construit, comme pour les faire taire. Récemment, le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, a reçu 57 lettres de riverains qui sont des commerçants du quartier et une cinquantaine de lettres de riverains qui vivent dans le quartier, expliquant leur réalité, dénonçant cette salle de consommation et l'impact qu'elle a sur leur vie. La seule chose que M. Nunez a trouvé bon de faire, c'est de transmettre le dossier à sa collègue du ministère de la Santé. Il y a un problème de sécurité publique qui est nié au plus haut niveau de l'État. Comme si, en fait, on ne pouvait pas faire marche arrière. Je pense qu'en fait, c'est très compliqué. Et pour le sénateur Féraud, comme pour le dispositif de soins qui est financé depuis des années, de dire tout simplement on s'est trompé, on essaie autre chose. Moi, je peux expliquer et proposer très clairement ce qui fonctionnerait. Il y a des expériences au niveau international qui démontrent qu'on peut aider les toxicomanes, y compris les toxicomanes de rue. Les études, quand elles sont influencées idéologiquement, elles ne sont pas neutres. Et c'est ça le problème. Si le dispositif de soins tel qu'il est présenté fonctionnait, et si ces salles de consommation à moindre risque fonctionnaient, on n'aurait pas besoin d'empiler les rapports d'évaluation. La réalité des riverains est très différente. La réalité des toxicomanes est effroyable, en fait. On les enferme dans un dispositif sans issue, alors qu'on devrait les aider à sortir de la consommation. Et pour ça, il y a des techniques et il y a aussi des structures qui sont adaptées. À la lumière de sa profession et de son parcours de vie, François Dillot nous fait part de ses compréhensions au sujet des solutions possibles face à la toxicomanie. Moi, je peux en parler très simplement. Je suis moi-même un ancien toxicomane, j'ai 33 ans d'abstinence, donc j'ai un regard un peu à 360 sur la question. En fait, moi j'ai arrêté de consommer il y a 33 ans et c'est ce qui m'a permis de me reconstruire, de reprendre des études, d'évoluer, d'avoir une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate ? Je constate malheureusement que le dispositif de soins tel qu'il est
organisée ne permet pas aux gens de sortir de façon durable de la consommation. En France, on a un dispositif par étapes qui est construit, avec des centres de proximité, ce qu'on appelle des CARUT, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Centres de proximité pour des personnes, il y en a 150 en France, et ces centres accueillent des toxicomanes qui sont généralement désocialisés. On leur prodigue un accompagnement social, de l'accès à l'hébergement. On est censé les orienter vers le dispositif suivant, des centres de soins spécialisés. Or, il n'y a que 10% des personnes qui fréquentent les CARUT qui sont orientées vers les XAPA. Ce qui veut dire que 90% des toxicomanes de rue n'ont pas accès aux soins en France. Il y a 350, un peu plus même, pas loin de 500 XAPA en France, des centres de soins spécialisés. Ce sont des centres de soins en ambulatoire. On a fait le choix, en fait, de créer, déléguer à des associations ce type de structure. À une époque où la problématique majeure était l'héroïne. Aujourd'hui, on voit que l'héroïne a été... on a pu traiter l'héroïne, entre autres, avec les traitements de substitution, comme vous le savez, qui sont prescrits en ville, la buprenorphine, ou dans des centres spécialisés, la méthadone. Ça a permis à plein de toxicomanes, héroïnomanes, dépendants des opiacés, de se soigner. Il y a aussi des groupes d'entraide qui sont développés, comme les narcotiques anonymes. Aujourd'hui, la problématique majeure, c'est la cocaïne. Il y a un tsunami blanc qui a recouvert la France. Les narcotrafiquants sont très habiles. Ils ont une vraie politique très marketing, en fait. Ils ont fait baisser le prix de la cocaïne. Ils ont inondé l'Europe. Le marché américain est saturé. Donc, le marché européen est prioritaire. On trouve aujourd'hui de la cocaïne à 50 € le gramme, avec une pureté souvent autour de 60 à 70% dans la rue, ce qu'on n'a jamais vu avant. Donc le produit est accessible, il est plus pur, il est très addictif. Il y a plus d'1 million de Français qui ont déjà consommé de la cocaïne. On sait très bien que c'est un psychostimulant vis-à-vis duquel il n'y a pas de traitement de substitution. Donc pour aider quelqu'un à arrêter la cocaïne, à le soigner de cette addiction, il faut l'aider à arrêter. Donc le dispositif de soins tel qu'il est conçu aujourd'hui, avec des centres de soins spécialisés, n'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait massivement construire, ce sont des centres de traitement. Un endroit où on peut désintoxiquer les personnes sous supervision médicale, où on peut accompagner ces personnes pendant plusieurs semaines avec des thérapies et des thérapies de groupe, où on leur permet de maintenir leur abstinence en fréquentant des groupes d'entraide, où on leur permet aussi d'aller ensuite dans des communautés thérapeutiques. Il y a 10 communautés thérapeutiques en France, 500 XAPA, 150 ou 175 CARUD. Vous voyez qu'en fait, le dispositif de soins qui devrait se centrer sur la désintoxication passe à côté de son sujet. Il n'y a pas assez de places d'hospitalisation à l'hôpital, les services de psychiatrie sont débordés, sous-financés. On dépense énormément d'argent autour de la réduction des risques, l'accompagnement, la réduction des conséquences de l'usage de drogue, alors qu'on est dans un pays, c'est comme si on avait un logiciel qui était resté bloqué dans les années 90 ou 2000. Aujourd'hui, la problématique, c'est la cocaïne. Il n'y a pas de traitement de substitution. Et on voit très clairement, en fait, surtout, que on devrait mettre le paquet, tous les moyens, sur la désintoxication. L'accès à des structures de soins, à des lits d'hospitalisation, à des post-cures en dehors des villes où les personnes peuvent se reconstruire, alors qu'on est dans un système qui entretient l'addiction en permettant aux personnes, seulement en ambulatoire, de fréquenter des structures. Donc plutôt que de réfléchir et faire autrement et aider les toxicomanes, eh ben non, on continue à financer des structures et à permettre à des associations de gagner de l'argent sur, en fait, des maladies qui sont dramatiques et de soigner pas correctement, à mon avis. Moi, je pense qu'on a des expériences à l'étranger. Les centres de soins spécialisés montrent très clairement qu'on peut, quand on s'en donne les moyens, permettre à des personnes de sortir de l'usage de drogue. Donc, la réduction des risques, c'était très utile à l'époque de l'épidémie du sida.
Aujourd'hui, le sida se soigne. On sait qu'il y a des traitements et des trithérapies très efficaces. On peut vivre toute sa vie avec le sida, soigné. Les hépatites C se guérissent. On a des traitements qui éradiquent le virus de l'hépatite C. Et on continue dans la réduction des risques. On est dans une espèce de doxa. C'est terrible et insuffisant. Alors pour en venir à ma pratique, moi je travaille en individuel ici et j'ai développé une pratique autour de 4 axes en fait. Le premier axe, c'est la cohérence cardiaque. C'est une technique respiratoire qui permet de faire baisser le taux de cortisol, l'appel de la consommation, les cravings, l'envie de consommer, même quand on est en manque. L'entretien motivationnel, très orienté sur le modèle Minnesota. Le modèle Minnesota, c'est le modèle thérapeutique sur lequel je suis formé. L'utilisation, évidemment, de l'hypnose aussi. Et l'hypnose, c'est un outil thérapeutique très intéressant sur les addictions et sur les conduites addictives en général, où on peut faire des suggestions à l'inconscient et permettre aux personnes de reprogrammer, en fait, leur mode de fonctionnement. Et puis, le dernier point, c'est la fréquentation de groupes d'entraide, qui me paraît absolument indispensable. Et ça, aucun thérapeute, aucun addictologue peut remplacer cette expérience. Permettre à quelqu'un qui consomme ou qui veut arrêter de consommer, de voir que des gens s'en sont sortis et ont été à sa place, ça permet de retrouver de l'espoir et ça permet aussi de retrouver une vie sociale autour de réunions qui permettent à des millions de personnes de s'en sortir, comme c'est le cas partout dans le monde. Le sujet de la légalisation du cannabis revient souvent dans le débat public. Certains affirment qu'elle permettrait d'endiguer le trafic de stupéfiants. François Dillot estime que c'est une fausse bonne idée. Eh bien, il suffit de regarder en fait ce qui se passe au niveau international. Le laboratoire le plus important, c'est les États-Unis. On pourrait s'interroger, se demander quelles ont été les conséquences de la légalisation dans les États qui ont légalisé. Alors les tenants de la légalisation disent, très naïvement en fait, légaliser va tarir le marché illégal, on va permettre de contrôler les produits qui sont vendus, permettre de collecter des impôts, réintroduire ces impôts dans le dispositif de soins et permettre aux personnes de se soigner s'ils le souhaitent et pour ceux qui consomment, de consommer de façon un peu plus sécure. Louable intention, sauf que c'est vraiment un scénario de dessin animé, c'est d'une naïveté confondante. Le marché criminel, les narcotrafiquants sont dans une logique d'opportunité. Les enjeux financiers liés à ce marché sont tellement conséquents que malgré le fait de légaliser dans certains produits ou dépénaliser dans certains États, le marché ne disparaît pas. Il y a 2 marchés qui coexistent, c'est très intéressant. En revanche, la consommation augmente puisque ces 2 marchés coexistent. Les pathologies psychiatriques liées à la consommation explosent. Les pathologies psychiatriques chez les jeunes, entre autres, les psychoses, les passages à la schizophrénie ont explosé aux États-Unis. C'est une fausse bonne idée en fait. Penser qu'on va tarir un marché illégal en proposant légalement, non, on fait coexister 2 marchés. Et ça ne règle rien en termes de santé publique, malheureusement. Ça envoie surtout un message assez terrible, je trouve. Qu'est-ce que ça veut dire que de légaliser? Quel message on envoie aux jeunes qui consomment, et aux moins jeunes d'ailleurs? Pour M. Dillot, la lutte contre les drogues fait partie des sujets centraux de notre époque. La lutte contre le narcotrafic, c'est une priorité. C'est aussi important que la lutte contre l'islamisme radical, contre le terrorisme international. On doit faire une guerre maximum contre les points de deal. C'est-à-dire que cette logique, on dit oui, mais on fait tomber un point de deal, il se reconstruit 500 mètres plus loin, c'est pas quelque chose qui me paraît acceptable, si vous voulez. Les conséquences pour la société sont trop graves. Et puis, il faut surtout responsabiliser les consommateurs. Moi, ce qui me dérange dans le système addictologique, c'est qu'on pense que les consommateurs n'ont que des droits, sont malades. Moi, je pense qu'on, comme tout citoyen, on a des droits et des devoirs. Quand on consomme de la drogue, on participe à un système. On entretient un système qui criminalise et qui tue beaucoup de gens.
Donc là, je vois le président de la République a proposé de faire passer à 500 euros l'amende forfaitaire. C'était dans la presse hier, lors d'une déclaration à Marseille, je crois. Ok, maintenant, je pense que si vous voulez, il faut faire la guerre aussi de façon beaucoup plus efficace à tout ce système. Il n'y a pas de consommation sans consommateur. Donc, tant qu'on ne permet pas aux consommateurs de se soigner, et à mon avis, c'est ça où il faut vraiment mettre le paquet aussi, permettre un dispositif de soins efficace pour sortir le maximum de consommateurs de la consommation. Vous savez, on ne se pose pas la question avec des gens qui sont schizophrènes dans la rue. Quand vous voyez quelqu'un en train de décompenser dans la rue, bah, vous appelez les pompiers pour l'aider. Ce monsieur est en difficulté, il est en danger pour lui-même et pour les autres. On se pose la question pour les consommateurs de rue. Moi, je ne comprends pas. On sait très bien que les gens qui sont dans la rue et les consommateurs de drogue ont aussi des comorbidités psychiatriques et sont en danger, en fait. Penser que par miracle, ils vont un jour décider d'arrêter de consommer, c'est une illusion totale. La nature même de l'addiction, c'est cette incapacité, justement, à avoir le libre arbitre nécessaire pour pouvoir arrêter. Quand des gens sont en difficulté comme ça, il faut leur permettre, y compris dans des structures fermées, de se soigner. Les prisons ne sont pas des centres de soins. Évidemment, les gens qui sont incarcérés n'arrêtent pas de consommer parce que malheureusement, la drogue peut encore entrer en prison. Par quel miracle, on ne le sait pas. On a des idées. Moi, je pense qu'il faut créer des centres de soins renforcés, fermés, pour des personnes qui sont vraiment en difficulté. Vous savez, c'est le choix qu'a fait des villes, pourtant avec des maires démocrates aux États-Unis. New York, San Francisco. San Francisco, Daniel Lurie, qui est démocrate, a décidé de réduire le financement des structures de réduction des risques et d'augmenter le financement des structures de soins et de conditionner l'accès au matériel d'injection à l'orientation vers des centres de soins. On voit très bien que dans certains pays, au Canada, on parlait de réduction des risques et de salles de consommation à moindre risque. Le Canada, il y a 38 salles de consommation à moindre risque. Ils sont en train d'en fermer une dizaine. La ministre de la Santé d'Ontario, Mme Jones, a décrété que ce n'est pas en accompagnement quelqu'un à injecter des produits qu'on le soigne. Et elle a raison, cette dame. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ferme ces salles? C'est parce qu'autour de ces salles, évidemment, il y a du deal et de la criminalité, de la délinquance, et que ça a un impact sur la société, sur les gens qui vivent dans ces quartiers. Donc, superviser la consommation, c'est, à mon avis, une impasse. Et puis surtout, ce qu'il faudrait, c'est évaluer le travail des associations. Évaluer le travail des associations, c'est leur demander des comptes. On est dans une logique où les associations ont une obligation de moyens et non de résultats. Concrètement, ça veut dire qu'aucune association ne publie le nombre de désintoxications chez ses patients, ce qui me paraît quand même invraisemblable. Pourquoi cette question? Probablement parce que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait le croire. Et plutôt que s'interroger clairement, refonder la dictologie, réfléchir à un modèle thérapeutique qui soigne, qui sort les personnes de l'usage, on entretient un dispositif qui tourne sur lui-même et qui n'aide pas beaucoup de gens à sortir de la consommation. Donc soit on se donne les moyens, soit on continue dans cette idéologie, à mon avis, qui est une impasse. Vous savez, le système addictologique en France, il me fait penser à cette blague de Gaspard Proust. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est invité, Gaspard Proust, à un talk show, et il est avec des gens de gauche autour de lui. Et des gens de la France insoumise. Et il dit, de toute façon, on est tous des gens de droite. Vous connaissez beaucoup de gens de gauche qui, au moment de la chute du mur de Berlin, ont décidé de partir vivre en Tchécoslovaquie. Allez-y, j'attends vos arguments. Je pense que le système addictologique sait pertinemment que ça ne fonctionne pas très bien, mais est en incapacité à réfléchir, au nom de dogmes idéologiques, à une autre approche. Les XAPA devraient être transformés en centres de soins spécialisés. Si on avait des endroits au niveau national où on peut désintoxiquer, soigner, orienter vers des post-cures, sortir de l'usage de drogue et de ce microsystème, on permettrait à des milliers de toxicomanes de se soigner. Aujourd'hui, le dispositif tel qu'il est organisé ne le permet pas, malheureusement.
Et c'est déplorable. Moi, je le regrette, et pour les équipes, parce que je suis persuadé que tous les gens qui travaillent dans ces dispositifs sont très engagés, mais ils n'ont pas les bons outils, malheureusement. Et puis c'est déplorable en premier lieu pour les toxicomanes, qui méritent quand même mieux que cet accompagnement.